Regard sur le monde. Et si les tensions dans nos familles, dans notre pays, en Afrique, dans le monde, étaient dues à une compréhension obsolète ou erronée de nous-mêmes, et donc du monde. Regard sur le monde. Une émission qui vous propose une analyse avant-gardiste sur qui nous sommes, sur notre quotidien, Et par conséquent, sur l'actualité au Cameroun et partout ailleurs. Regard sur le monde, c'est tous les jeudis de 21h à 22h sur Royal FM 88.4. Regard sur le monde, voici la 6e sortie, celle qui réinterroge la responsabilité des politiques devant les thématiques d'éducation. Dans des pays du Nord, et si nous prenions encore la France comme référence, le débat est ouvert. Le débat ouvert à cause de la loi de Marlène Schiappa. Et des moralistes se lèvent pour une intervention, une intention d'indiquer ici qu'on est à l'ère de la pornographie dans des écoles primaires et maternelles. D'autres parlent de la pédophilie sur les sentiers de la légalisation. Des politiques définissent des programmes et des contenus de l'enseignement, de l'éducation pour tout dire, pour créer, pour mettre en place le type d'homme qu'on voudrait projeter, qu'on devrait donc avoir dans une société donnée. Au sud, nous sommes au sud, en Afrique subsaharienne, et nous voici précisément au Cameroun. Quelle éducation pour nos enfants, quel type d'homme pour la mise en place d'un logiciel exclusivement endogène, d'où viennent les programmes, les méthodes, les contenus d'enseignement et même les manuels scolaires, quelle politique ou politicien pour la fabrication de quel homme d'ambition exprimé donc en termes d'émergence dans nos pays. Voici quelques préoccupations essentielles qui devraient redéfinir les grandes orientations d'une éducation nouvelle, une éducation des sociétés d'un logiciel nouvellement programmé dans une Afrique mal partie, on dirait une Afrique étranglée. Et pour mener les débats ce soir, autour de cette table, nous avons invité une fois de plus des conférenciers que vous connaissez déjà. Luc Césaire Bimaï sera là, il est installé, aussi Franck Carle Manson, et à côté d'eux, il y a Aimé Thierry Bitan. Ils sont installés, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir, installons-nous confortablement. Pour cela me permet d'accueillir avec beaucoup d'allégresse Luc Césaire Bimaï. Bonsoir. Bonsoir Jean de Dieu et bonsoir à vos auditeurs. Je voudrais plus demander qu'est-ce qui est de votre séjour au Cameroun. Un pays agréable en tout cas. Oui, je pense que c'est un pays agréable. Je vois l'agréabilité dans ce fait-ci que quand on a un autre regard sur le monde, on peut créer des conditions agréables même là où d'autres personnes voient des conditions désagréables. Il n'y a pas de circonstances infernales avec la qualité d'éducation que vous découvrez dans ce pays. Parce qu'on raconte des histoires, on a trouvé la tête humaine dans une poubelle, on voulait manger la partie basse, on raconte des histoires de détournement des deniers publics, de corruption. Beaucoup d'histoires sont racontées par des médias et c'est des histoires vraies. Vous n'êtes pas indigné du tout. Je ne suis pas indigné dans ce sens-ci que, au vu du système de pensée que représente le Cameroun, qui est en mouvement au travers des faits divers, des faits d'actualité quotidiens, lorsqu'on est averti, on est un esprit averti, on n'est pas surpris. Le Cameroun ressemble à quel autre pays du Nord? Parce qu'au Nord, je ne suis pas sûr que ces genres d'histoires sont aussi racontées. Je ne pense pas. Qu'on vous dise qu'il y a un ministre des Travaux publics qui programme bitumer 9 km de route avec environ 44 milliards de francs CFA. Faire une comparaison entre le Cameroun, même si le Cameroun fait partie des maillons du système de pensée universelle, faire une comparaison entre le Cameroun et la France, par exemple, ça reviendrait à comparer l'orteil de la main avec le pied droit ou bien la main droite. Et donc le Cameroun est l'orteil et la France est le pied. Exactement. Donc je ne pense pas qu'un ministre vous n'exagérez pas. Qui représente un ministre, je ne pense pas qu'un ministre qui représente la France, regardé comme une principauté considérable du monde,
puisse avoir la même vision du monde qu'un ministre du Cameroun. Je vais installer Franck Manson. Il faut bien préciser que vous, Luc Césaire Bimaï, vous êtes conférencier, enseignant international. Vous vivez à Paris, précisément à Paris, France. Et à côté de nous, lui, il est au Cameroun. Franck Carlin Manson, il est conférencier, aussi enseignant. Il vit à Yaoundé. Franck, bonsoir. Bonsoir, Jean de Dieu, et bonsoir aussi aux fidèles de la 88.4. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque quelqu'un qui vit à Paris présente Yaoundé comme étant l'orteil et Paris comme étant le pied? Oui, c'est une observation qui est réelle. Et je pense qu'il est simplement question que l'on identifie l'univers ou alors le niveau de compréhension qui s'exprime au travers de l'individu. Lequel niveau de compréhension va aussi de pair avec le regard que l'individu a sur le monde. Le Cameroun. Les Camerounais ne font pas d'efforts pour devenir le pied. Ben, les Camerounais ne sont même pas destinés. Les Camerounais en tant que système de pensée. C'est aussi grave que ça. à devenir Ils ne seront jamais le pied. Non, ils ne peuvent jamais. Absolument pas plus que... Même si vous mettez en place un logiciel endogène. Bon, là, c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas déjà le pied parce que vous voyez bien que la hiérarchie des nations, elle est établie. Donc, vous observez bien combien est-ce que le monde... On ne peut pas bousculer cette hiérarchie des nations. Cette hiérarchie, elle peut bel et bien être bousculée. Et c'est justement même la raison pour laquelle nous avons ce type de communication. Mais seulement, c'est plus le système de pensée il faut beaucoup de temps. En place qui deviendra le pied. Non, pas beaucoup de temps. Il faut juste qu'il y ait des conditions. Une volonté politique. Créer une volonté politique, mais une politique dont la racine ne sera plus la même, c'est-à-dire que la politique à partir de laquelle nous fonctionnons actuellement. Je ne suis pas sûr que nous serons sur la même longueur d'onde avec un médecin qui travaille ici au Cameroun, qui soigne les Camerounais et qui a la prétention d'être médecin comme médecin de Washington, de Paris. Ça me permet d'accueillir un médecin en tout cas. Aimé Thierry Bitang, bonsoir. Bonsoir Jean de Dieu et bonsoir aux auditeurs de la 88.4. Je vous pose une question un peu banale. Vous êtes heureux d'être médecin camerounais, non? En service au Cameroun. Oui, je suis heureux d'être médecin camerounais en service au Cameroun. Avec le type de plateau technique suffisamment du Cameroun. Le type de plateau technique suffisamment du Cameroun reflète le niveau de compréhension que l'entité, que la nation Cameroun représente par rapport à la compréhension universelle, à l'État en général, l'État qui est une compréhension universelle, quoi. Et le Cameroun en tant que nation est un membre inférieur et le plateau technique du Cameroun reflète cette position du Cameroun. Et puisqu'on va parler d'éducation, je vous brutalise avec une question qui concerne votre très haute hiérarchie. L'actualité était très bruyante parce que le ministre de la Santé, votre chef, votre patron, il est parti, qu'est-ce qu'il est parti faire? Se couper les orteils, les ongles, ou alors il avait mal à la main? Il se fait opérer de la main à Genève. Ça fait beaucoup de bruit. Vous êtes au courant? Vous n'êtes pas capable de le soigner, vous, médecin camerounais? Cela, en droite ligne avec la question que vous avez posée précédemment, reflète juste le niveau de compréhension que l'entité Cameroun et les Camerounais en général ont d'eux-mêmes. Donc, les dirigeants camerounais sont conscients du fait que par rapport à la compréhension universelle, l'entité, la nation Cameroun... La nation Cameroun est l'orteil. Est l'orteil et bien sûr l'Occident est le pied. D'accord, donc il est parti se faire opérer de la main là où il y a le pied. Parce que l'orteil n'a pas les outils suffisants. D'accord, tout de suite, mesdames et messieurs, on va parler essentiellement éducation. On va laisser nos dirigeants aller se soigner, aller se faire laver des vestes là où il y a le pied, là où il y a la compréhension supérieure, là où il y a hiérarchie des nations établie. Alors, on parle d'éducation, mais on commence quand même par le Cameroun parce que les Camerounais ont une idée de leur politique d'éducation. Tenez ceci. En fait, l'homme politique définit le type d'homme. Et c'est à partir de cette définition du type d'homme à former que l'éducation organise l'activité d'enseignement-apprentissage.
Ces premiers documents me permettent de vous interroger pour votre première, votre première déclaration sur le rapport éducation politique. Quel type d'homme pour un pays qui promet à ses citoyens l'émergence à l'horizon 2045? Quel type d'homme, quelle éducation, avec quelle politique? Luc Bimaï. Merci, Jean de Dieu. J'aimerais souligner, notamment à l'attention de vos auditeurs ou à l'attention de la nation tout entière, que le modèle d'homme qui est défini, à partir duquel s'est définie la nation Cameroun, n'est pas pensé par les autorités du Cameroun, ce modèle d'homme. Ce modèle d'homme répond aux standards universels de ce que l'État, comme disait Aimé Thierry tout à l'heure, l'État, à voir dans sa dimension globale universelle, a conçu de ce que c'est que l'être humain. Et cet être humain, je dis bien, qui est l'un des maillons du système de pensée universel. C'est-à-dire on peut dire, nous avons la conscience universelle qui prend forme de manière multiple. Et parmi l'une de ces formes, il y a le produit humain. Et ce produit humain est la clé de voûte de la structure sociale universelle. Ça veut dire que c'est autour de lui qu'on va construire une architecture extérieure, une économie circulaire, le fonctionnement de ce qu'on peut appeler ici l'intelligence sociale, ce produit humain. Voilà. Et c'est ce qui permet de comprendre la complexité du système. Donc, comme ce produit humain qui est mis sur pied au Cameroun, comme un logiciel, comme par exemple on peut parler des avions, ça veut dire qu'il y a soit Airbus qui conçoit un avion et qui décide de vendre cet avion au Cameroun, et on dit au Cameroun, nous détenons la politique de construction de cet avion. Donc on vous vend l'avion, et l'entretien de cet avion, c'est nous qui devons l'assurer lorsque l'avion doit être entretenu. Donc le Cameroun, lui, il n'est que l'acheteur. Il n'utilise que l'avion. Mais c'est la propriété de Airbus. Et c'est exactement comme ça que représente le produit humain qu'on peut appeler population au niveau de Cameroun. Donc ce produit, il est conçu par des ingénieurs qui ne sont pas du Cameroun. Maintenant, on le met sur pied à travers ce qu'on va appeler des politiques éducatives. Les autorités du Cameroun sont les exécutants, sont des agents d'exécution. Ce n'est pas eux qui sont les concepteurs de ces politiques éducatives. Donc, ce qui fait que au Cameroun, vous verrez bien, c'est pour ça que l'autre fois, je le rappelais ici, que l'éducation au niveau de l'ONU est définie comme étant un outil qui permet de pérenniser la race. Donc au Cameroun, on va avoir une politique éducative, un ministère de l'éducation. Mais vous verrez que les enseignants au Cameroun, ce qu'on nomme enseignants, que ce soit au niveau université primaire, ce ne sont pas des enseignants, ce sont des répétiteurs. Des répétiteurs. Des répétiteurs. C'est-à-dire qu'ils répètent les programmes mis sur pied. Les méthodes, les approches pédagogiques conçues là-bas. Exactement. Donc leur rôle, c'est quoi? C'est de pérenniser le système de pensée mis sur pied par les hauts ingénieurs du Nord. On retient que les enseignants camerounais sont les répétiteurs. À tous les niveaux, ce sont les répétiteurs. Vous verrez que la plupart de ces enseignants, que ce soit au niveau d'université, comme au niveau des lycées et le reste, la plupart des mots qu'ils utilisent, même lorsque quelqu'un a dit doctorat, il est détaché, il est séparé de l'intelligence des termes qu'ils utilisent. Donc, ils ont pour rôle, pour objectif, de pérenniser le système de pensée qui normalement est la clé de voûte de la gouvernance universelle. Donc il est certain qu'ils ne maîtrisent même pas ces logiciels, parce qu'ils ne sont pas fabriqués, eux, pour comprendre le logiciel. Même les contenus des enseignements, localement, au Cameroun par exemple, pour enseigner philosophie, on se contente d'ailleurs, moi j'ai des philosophes du logiciel extérieur. J'ai un enfant, j'ai un fils, Jean de Dieu, qui a fait la classe de terminale. Je crois que c'était l'année passée. Donc, et qui me racontait que dans la classe, un jeune professeur de philosophie, lorsqu'il leur donnait un devoir et qu'il apportait un raisonnement qui sortait des sentiers battus, le professeur lui avait dit que
ce que je vous demande, c'est de répéter ce que je vous dis, parce que moi, je répète ce qu'on m'a dit aussi. Vous voyez, un professeur de philosophie. Donc, je ne vous demande pas d'apporter un raisonnement nouveau, mais je vous demande de répéter ce que je vous dis, parce que moi aussi, je vous dis ce qu'on m'a répété. Ce que Hegel a dit, lui aussi l'a répété, et l'élève doit répéter ce qui a été dit par Hegel. Exactement. Et pourquoi cela? Parce que ce système de pensée, c'est lui qui est le fondement de la mondialisation. Et la mondialisation, c'est un marché. Donc, si... Un vaste marché de dupes. Un vaste marché. Si vous tentez de créer un nouveau système de pensée, vous vous attaquez au fondement de la civilisation. Vous menacez le fondement de l'édifice. Et la civilisation étant unique cette fois-là. Et la civilisation peut s'effondrer. Donc, ça veut dire qu'il y a des veilleurs qui veillent à ce que le système de pensée soit universel. Et que là-dedans, qu'il n'y ait que des instruments de pérennisation. Donc, au niveau du Cameroun, par exemple, ou l'Afrique, nous n'avons pas un système. Ce qu'on a, c'est un instrument de pérennisation du système de pensée qui est universel et maintenant qui est représenté par le Nord. Donc, en réalité, il n'y a pas de système éducatif, qu'on puisse dire système éducatif camerounais. Au Cameroun. Et on pourrait même dire plus loin, le Cameroun, ça n'existe pas. C'est un nom sémantique. Le contenu qu'on voit en tant que système de pensée en mouvement, ça vient du Nord. Ce système de pensée est universel. Maintenant, c'est le même système de pensée que représente la France ou alors l'Europe, mais au niveau du Cameroun, il est resté au niveau binaire. Et expressément, la gouvernance veille à ce qu'il soit resté au niveau binaire. Parce qu'au niveau binaire, on a quoi? Un vaste marché de consommateurs dont on exploite. Ça semble être compliqué, très compliqué, n'est-ce pas, Franck Manson? Lorsqu'on voudrait donc réinterroger les contenus d'enseignement au Cameroun, les programmes scolaires, on avait l'intention de croire qu'on était autonome. Et donc, il n'y a pas, d'après ce premier exposé, il n'y a pas de système d'éducation au Cameroun. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'on peut donc dire que les politiques, ou alors les politiciens camerounais, ont une certaine responsabilité devant la décrépitude de notre éducation? Responsabilité, je ne sais pas s'il faut aborder les choses dans ce sens. Tout simplement parce que je vais partir d'une image pour que nous nous comprenions. Imaginez que vous aviez un zoo. Un zoo bien barricadé dans lequel vous avez plusieurs espèces animales. Vous aviez des animaux représentant un volume d'énergie supérieur à d'autres. Ça veut dire, par exemple, vous avez un lion qui est une énergie importante, contrairement à la souris ou bien à une biche. Bon, maintenant, posons-nous la question de savoir, nous disons bien le zoo est bien barricadé, est-ce que le lion est responsable, est directement responsable de la captivité de la biche? En d'autres termes, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'homme ici, il n'y a que... il y a les gros animaux, les petits animaux, mais le responsable propriétaire du zoo est ailleurs. Voilà, donc ça veut dire... C'est exactement ça. Bon, ça veut dire donc que le lion ne saurait entreprendre une libération de la biche. De la biche. Parce que lui-même, il est captif. La biche n'est pas la propriété du lion. Dans le fond, la biche n'est pas la propriété du lion, elle est la propriété du maître du zoo. Le maître du zoo est ailleurs. Le maître du zoo est ailleurs. Mais tout ce que le lion peut faire, le lion peut tout simplement s'alimenter de la biche. Exploiter la biche. Étant lui-même captif. Donc, ça veut dire que vous aviez donc ceux qui sont considérés comme les autorités au niveau du Cameroun, qui eux-mêmes représentent le même système de pensée que ceux-là que l'on considérerait comme masse de population. Je ne sais pas si je fais une mauvaise interprétation. Les politiques qui doivent définir la politique d'éducation au Cameroun ne sont que de simples marionnettes aux mains des marionnettistes qui sont ailleurs. Mais bien sûr, puisque si vous observez très bien, c'est-à-dire quand vous allez peut-être au-delà du visage de ce que l'on identifie comme autorité camerounaise, vous verrez bien que le système de pensée qui s'exprime là, il est occidental. Tout simplement. Ça veut dire donc comment pouvons-nous prétendre que ce système de pensée qui a des racines occidentales puisse redéfinir notre système de pensée
contraire à ce qu'il représente. C'est totalement impossible. Ce que vous donnez comme image signifie que lorsque Marlène Schiappa décide en France de mettre une loi qui est contestée par les Français eux-mêmes, on présente comme cette loi comme étant les sentiers de légalisation de la pédophilie, parce qu'on va enseigner depuis l'école primaire des termes forts à leurs enfants. Ce système arrive au Cameroun tout simplement. Mais je peux dire quelque chose, monsieur Jean de Dieu, oui, très important. Pour avoir encore beaucoup de précisions. Pour amener l'extrait d'un discours que le président Paul Biya a prononcé, je ne sais plus en combien de temps, parce que lorsque il était harcelé par les gouvernements occidentaux de légaliser l'homosexualité au Cameroun, il n'était pas le seul dans cette position. Et il avait fait un discours extrêmement significatif dans lequel il disait que le Cameroun n'a pas encore atteint ces degrés de conscience. Donc, ça veut dire qu'il est bien conscient que le Cameroun est en route. Il a conclu simplement, il a dit trivialement que la chose est là. Exactement. Que nous sommes sur la route, nous sommes sur la trajectoire. Mais le Cameroun n'est pas encore à ces degrés de conscience pour accepter, pour la assumer chose est là. cette identité qui est là. Vous voyez bien, qui est seule, qui est universelle. Donc, ça veut dire quelque part que même si ces autorités sont... Donnez-nous le temps, donnez-nous le temps, Voilà. on va accepter votre proposition d'éducation. Alors, vous étiez en train de chuter. L'image est suffisante pour qu'on comprenne que les pays comme le Cameroun n'ont pas de système éducatif parce qu'ils sont... Il leur est propre. Il ne peut pas avoir le système éducatif qui leur est propre parce que c'est des marionnettes entre les mains des marionnettistes qui sont ailleurs. Oui, je dirais même qu'ils sont... Le propriétaire du zoo est ailleurs. Ouais, ils sont essentiellement la fabrication de l'Occident. Donc l'on ne saurait prétendre avoir... Il n'y a pas rupture. Absolument pas, il ne peut même pas avoir rupture. Puisque selon que la population elle a été construite, c'est-à-dire dans son ensemble, elle n'est même pas destinée, cela n'a pas été destiné, la constitution dont la population est l'objet, c'est-à-dire n'engagerait absolument aucune rupture. Il n'y a pas de rupture qui tienne. Alors, je vais demander, le médecin, on va conclure que le médecin camerounais est à l'image du médecin du monde entier, enfin, du Nord. D'après ces deux premiers exposés, Aimé Thierry Bitan, quelle est l'éducation, quelles sont les particularités? J'imagine qu'il y a quand même quelques particularités de l'éducation, du système éducatif camerounais. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun n'a pas de particularité dans ce qui est ce vaste océan universel? Particularité du Cameroun. Le Cameroun, pour comprendre la particularité du Cameroun, il faut voir la position du Cameroun par rapport à la conscience universelle. Le Cameroun, tout comme la plupart des pays africains et les pays du Sud, font partie des membres inférieurs de la conscience, qui est la conscience universelle. Et l'éducation qui est donnée dans ces membres inférieurs, c'est la capacité, ce sont des consommateurs. Donc, en termes d'éducation, ils reçoivent la capacité d'accumuler des informations et de les restituer telles qu'ils les ont reçues. Mais ils ne sont pas à la source, ils n'ont pas l'intelligence des informations qu'ils reçoivent. Ils ont la capacité de les retenir et de les restituer telles qu'ils les ont reçues. Ils ne peuvent rien créer, ils ne peuvent rien imaginer. Ils font tel qu'ils ont reçu et ils les restituent. Sur le plan de la médecine précisément. Même sur le plan de la médecine que nous pratiquons, quelle est la racine de cette médecine? La médecine, on nous donne des informations par rapport aux différentes maladies. Et on te dit, voilà, quand vous avez tel problème, voilà le médicament qu'il faut utiliser. Mais les individus reçoivent ces informations telles qu'ils sont données. Ils n'ont pas la capacité de les remettre en question. Vous n'avez pas encore la permission d'introduire, par exemple, la médecine traditionnelle de nos villages. C'est-à-dire que quand vous soyez là à l'hôpital central ou à l'hôpital quelconque du Cameroun, il n'y a pas encore la permission de prendre des herbes du village et associer à la médecine qui nous vient du Nord. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Parce que même si on va au niveau de la médecine traditionnelle par rapport à la médecine occidentale, force est de reconnaître que la médecine occidentale est plus évoluée que la médecine traditionnelle. Donc, le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème se situe au niveau où la racine des maladies, telles qu'on les a,
le but n'est pas de soigner, le but n'est pas que les gens soient guéris. Le but est de pérenniser la maladie, parce que la maladie est une source, est un puits de pétrole. Si, Jean de Dieu, si tu es malade et tu viens chez moi, si tu es guéri de façon à ce que tu ne sois plus malade, mais je paie un client. Ah donc, vous entretenez, le malade est un client. Il dit que le malade est un client et le système est bâti pas pour guérir les individus, mais pour les soigner provisoirement. Non, pour les soigner provisoirement, pour entretenir la maladie. Ah bon? Le système est bâti pour entretenir. Je croyais que le médecin enlevait la maladie de mon corps. Non. Le médecin est là pour que vous soyez provisoirement. Pour soigner provisoirement. Pour que je revienne. Tu reviennes. C'est comme ça que le système est vrai. Vous venez de dire quelque chose de suffisamment grave. Alors, Luc Bima, une chose qui va surprendre certainement plus d'une personne. Nous, on croyait ici au village que le médecin enlevait totalement la maladie de mon corps. Mais là, il vous fait croire, il vous nous fait savoir. C'est une découverte. Oui, mais si tu veux, c'est un regard d'initié, Jean de Dieu. C'est une découverte cynique, là. Non, c'est une découverte pour le non-initié. Mais pour l'initié, c'est-à-dire pour l'esprit averti, ce n'est pas une découverte. Je réitère, en rapport avec ce que dit Thierry Aimé, que le produit humain, c'est un produit commercial. Il est conçu par les ingénieurs de la haute société universelle comme un produit de commerce. Et ce produit-là, quiconque le connaît peut faire des affaires dedans. L'homme politique, c'est un commercial. Un commerçant. Le médecin, c'est un commerçant. Le journaliste, c'est un commerçant. L'avocat, c'est un commerçant. Tout le monde. Il y a un commerce. Oui, c'est le commerce. C'est une société commerciale. En d'autres termes, c'est pour ça qu'on parle d'un système capitaliste. Mais c'est quand même un commerce doux. Un commerce doux. Parce que le médecin vous reçoit, vous rentrez à la maison avec une certaine joie. Il vous a soigné. Tout le monde le sait, que les firmes pharmaceutiques le savent très bien, que le produit, ils font leur chiffre d'affaires sur le produit humain. S'il n'y a plus de malades, vous avez des métiers qui disparaissent. Vous voyez bien. Et puis, ça fait le déséquilibre de la société. Vous voyez, c'est ça la politique de la société. Je pense que comme l'a dit un écrivain français, il dit l'ignorance, c'est un bienfait pour l'humanité. Ignorance. C'est un bienfait pour l'humanité. Voilà. Donc, sans ignorance, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de dimension structurelle de la société telle qu'on la connaît. On va parler religion un tout petit peu, mais le Christ disait, mon peuple périt faute de connaissance. Elle disparaît. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que le système éducatif universel a pour objectif cultiver l'ignorance. Ah bon? Oui. Donc tout ce qu'on a ici comme professeur d'université, c'est des ignorants qui s'ignorent. Voilà, et puis qui répètent l'ignorance. Ah d'accord. Pour que le peuple ignorant soit facilement exploitable. Bon, c'est un fonds de commerce. Alors là, il récite les livres lus à Bordeaux, à Washington, etc. En vérité, c'est des ignorants. Parce que, Jean de Dieu, tous ceux qui écoutent, même les professeurs d'université, savent que un vrai enseignant, c'est un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui est doté des capacités capables de créer un système de pensée qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Voilà. Oh, eux, ils sont les répétiteurs. Ils sont des répétiteurs pour la pérennisation du système de pensée qui est la clé de voûte du marché mondial. Professeur d'université, professeur du secondaire et instituteur de mon pays, on venait de découvrir que vous n'êtes que des simples répétiteurs de la pensée qui n'est pas la vôtre. Répétez donc. Voici la lecture de Pierre Rabhi. Lui, il est français. Il est français. Il est français, puis d'origine, entre guillemets, juive. Il s'exprime là, il donne une position, il s'exprime en relation avec les méthodes d'enseignement. Et je crois que lui n'est pas répétiteur. Alors, évidemment, quand on parle d'éducation, moi, je ne la réduis pas simplement à, disons, à un principe ou, disons, à une thématique. Aujourd'hui, je suis préoccupé par ce qu'on entend par éducation globale. Et la partie qui est reliée strictement à la nature dans cette globalité. Aujourd'hui, on peut pas prétendre, par exemple, que l'éducation soit en phase avec les réalités d'aujourd'hui. C'est-à-dire avec les défis qu'aura l'enfant d'aujourd'hui à affronter quand il sera adulte. En tant que père de
famille, je pourrais par exemple pas dire à mon enfant, si tu travailles bien, tu auras un boulot. C'est impossible à dire parce qu'on est complètement dans l'incertitude. Aujourd'hui, quand l'enfant arrive, il arrive dans un monde où on lui présente le monde comme une arène dans laquelle il doit se battre pour gagner. Alors, compétitivité, etc. Et on a plus l'impression qu'on prépare des soldats de l'économie bien plus que véritablement des êtres épanouis. Notre préoccupation, c'est l'épanouissement de la personne avant d'aller vers sa fonction. Parce que si elle est épanouie, elle assumera sa fonction. Deuxièmement, il faut que l'enfant sente non pas que l'autre c'est son rival, mais que l'autre c'est son complément. Et que dans une classe, on est là pour mutualiser nos talents. On n'est pas là pour dire il y a un talent plus grand que l'autre avec des classifications du meilleur, du brillant, du machin, des trucs. Ça ne prépare pas une société conviviale, solidaire, qui sera obligatoire pour demain. Troisièmement, on a beaucoup méprisé le travail manuel. Or, les mains, quand on regarde les mains, c'est une merveille, ce sont des outils extraordinaires. Et l'évolution du cerveau s'est faite dans un rapport aux mains. Et les mains ont fait évoluer le cerveau. Et imaginez que nous n'ayons pas de mains, nous n'aurions pas de maison, nous n'aurions pas nous n'aurions rien du tout. Donc le travail manuel qui a été méprisé doit être repris comme quelque chose qui est extrêmement épanouissant. Le rapport à la nature, c'est une évidence que nous sommes des enfants de la nature et que nous sommes ignorants de ce phénomène que l'on appelle la nature qui nous a donné existence. Donc la moindre des choses, c'est de savoir quelle est la matrice en quelque sorte qui nous a portés et qui nous continue à nous porter, qui continue à nous nourrir. Il y a le rapport masculin-féminin. Il faut dès l'enfance aussi mettre en évidence le fait que la petite fille et le petit garçon sont des êtres complémentaires et qu'ils seront à l'avenir des êtres complémentaires. Et cesser d'appeler sexe opposé, il faut dire sexe complémentaire. Et déjà ça résonnerait tout à fait autrement, psychiquement, pour aboutir à une société d'équilibre masculin-féminin. Donc tout cela, et ensuite, à mon avis, il faut aussi éduquer à la tempérance. On ne peut pas prétendre être sur une planète limitée et avoir des prétentions illimitées. Et c'est le gros problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris qu'il faut maintenant une civilisation de la modération. Et ça, il faut l'apprendre à l'enfant. Éduquer à la sobriété, éduquer l'enfant à ne pas être un gaspilleur, un destructeur, un casseur, etc., comme on le voit aujourd'hui, insatiable et tourmenté parce qu'il n'a pas d'enracinement dans la réalité tangible, il n'a aucune idée, il est dans une espèce de virtualité par rapport même à ce qu'il consomme, il ne sait pas d'où ça vient, la traçabilité, il ne sait pas d'où viennent ses vêtements, sa nourriture, etc., etc. Donc c'est comment finalement cette éducation qui prend en compte bien sûr le rapport à la nature, replace l'enfant. Je commence par vous, Luc Bimaï. Cet homme, il est le maître. Il dit, on pense parce qu'on a une main. Donc il faut privilégier l'éducation, l'enseignement, j'allais dire, les travaux manuels qu'on a négligés. L'un des pans de sa déclaration. D'abord, ce que cet homme souligne, même si personnellement je mets des réserves quant à sa vision éducative, parce que la vision qu'il prône de l'éducation découle aussi de l'idée qu'il a de lui et à partir de laquelle il se fait une vision du monde et de son environnement. Voilà. Donc ce qu'il dit de très capital dans ce qu'il dit, c'est que ce que l'on n'a pas compris, c'est qu'il est issu de la nature. La nature nous renvoie à la conscience qui est en mouvement, dans ses formes multiples. Bon, un individu qui a conscience de sa source, tirée de cet univers, tirée de sa source ou de la matrice, cet individu a vocation à s'élever. Maintenant, ce qui a été fait, c'est que les populations ont été construites pour être orientées à l'extérieur dans la consommation. Donc, de telle sorte que ce sont des individus, bien qu'étant tirés de la nature, donc de l'univers, ils n'ont pas de racines profondes.
Donc, non seulement ils ne se connaissent pas, ils ne comprennent pas dans quel monde ils sont. Et il y a une toute petite, il y a un petit comité d'experts qui leur explique ce dont ils ont besoin, comment ils doivent manger, c'est quoi la richesse, c'est quoi l'intelligence, c'est quoi le ceci. Donc, ces petits comités d'experts qui, même si le regard qu'ils ont du monde est obsolète, comme les autres ne se connaissent pas, il suffit que l'ignorance de l'expert soit bien argumentée, ça passe pour la science. Vous voyez, donc, en fait, si vous voulez, c'est la base de l'éducation dont le monsieur parle. Car en réalité, l'éducation qu'on aurait pu donner à la civilisation, c'est d'amener tout le monde à comprendre qu'il sort de la même matrice, que beaucoup appellent. Parce que vous voyez, la dernière fois, je te disais ici que quand tu vois la population camerounaise qui ne sait pas qu'elle est issue de la matrice cosmique, cette population, la conception qu'elle a de Dieu vient du Nord. Elle ne sait pas que le Dieu, donc, la conception qu'elle a de Dieu ne renvoie pas au Créateur. Ça renvoie à la matrice cosmique. Et donc, on voit les communautés, les églises qui se forment sur la base de la racine identitaire de la population qui n'a rien à voir avec le vrai Dieu, qui a tout à voir avec la matrice cosmique dont le Nord, les pays du Nord sont la haute représentation. Et donc, de cette manière, que ce que vous voulez, lorsque les gens ne sont pas enseignés à se connaître, donc à développer des activités manuelles, c'est qu'on fait des êtres dépendants. Et étant dépendant, le commerce, ça marche. Alors, je vais prendre également, Franck Manson, un pan important de sa déclaration. Il faut éduquer l'enfant à la sobriété. C'est-à-dire, il ne devrait pas être casseur, il ne devrait pas manger beaucoup, il ne devrait pas gaspiller. C'est quand même important dans notre contexte, lorsqu'on observe que des gens sont heureux d'avoir 1000 véhicules, dans la luxure, dans l'usure. Je crois quand même que, même s'il est le maître de notre environnement, sa déclaration a quand même quelque chose de pertinent pour nous. Je serais croire que sa déclaration a quelque chose de pertinent, tout simplement parce que quand on observe bien l'univers qui s'exprime au travers de l'individu, ça renvoie bien à la société. Mais seulement, je voudrais revenir sur un élément, notamment lié à l'éducation, puisqu'on en parle. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, pourquoi éduque-t-on? Ou bien pourquoi éduquer? Pourquoi éduquer? Voilà. Donc, on peut aussi la répondre facilement, on éduque pour dominer, pour contrôler, pour exploiter. Ça veut dire que vous rentrez, par exemple, dans un environnement extrêmement primitif, vous avez des pygmées. Ça veut dire des personnes qui, même s'ils sont... Vous dites que je vais vous éduquer. Non, c'est-à-dire pas que vous dites que vous allez l'éduquer. Vous avez donc des personnes, même s'ils représentent le système de pensée sociétale, vous allez bien voir qu'ils ne sont pas construits dans les cycles conventionnels relatifs à l'éducation. Donc ce qui fait que ce que ces individus représentent en termes de système de pensée leur rend moins exploitable que par exemple un individu que l'on va construire dans les canaux conventionnels de l'éducation. Donc ça veut dire que quand on éduque un individu, on construit l'idée de lui. Et pour le contrôler, pour l'exploiter. C'est-à-dire cette idée de lui le rend dépendant des éléments relevant de son environnement proche. Donc ce qui fait bien qu'on peut donc construire autour de cette façon de se percevoir un système économique aussi florissant. Donc en fait c'est ça donc l'objectif de l'éducation pour les nations du Nord. Je vais également prendre l'avis des métiers Ribitan. Lorsqu'il voudrait donner, il dit nous avons à éduquer. Il faut cesser de dire des êtres humains sexe opposé. Il faut dire que vous avez une fille et un garçon, c'est des sexes complémentaires. Donc il faut changer. Ce n'est plus sexe opposé. Lorsque vous recevez deux malades, une femme et un homme, vous dites que vous avez des sexes complémentaires et donc sexe opposé. Quelle est l'importance d'une telle déclaration? Merci pour la question. Tout simplement, il illustre ici un regard au niveau universel, qui est celui de ceux qui sont à un certain niveau de construction, parce que ce sont des individus qui perçoivent clairement que l'univers dans ses différents démembrements, que ce soit les humains, les animaux, les arbres, c'est en fait la même chose, c'est la même substance qui s'exprime au pluriel. Donc,
dans ce regard-là, il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle homme et ce qu'on appelle humain de sexe féminin et humain de sexe masculin, parce qu'en fait... Là, on est parfaitement d'accord quand même. Oui, parce que ce n'est pas la forme du sexe qui fera de vous la supériorité. Voilà, donc on va dire tout simplement, une femme à côté de vous, vous ne lui manquez pas de respect parce que ça s'appelle femme. La différence, en fait, c'est une différence de fonction. Ce qu'il est en train d'illustrer, c'est une différence de rôle. Ce n'est pas une différence... La différence morphologique, c'est une différence de rôle. Donc, ce qui se voit au niveau morphologique, c'est en fait une différence de rôle. Parce que si on revient au niveau fondamental, on va voir que ce soit le sexe masculin ou le sexe féminin, tous ont les expressions intellectuelles, les expressions de rendement. Tous ont la même source en fait. Tous les deux ont la même source. Et donc, désormais, n'appelez plus femmes et hommes sexe opposé. Ce sont les sexes complémentaires. Il y a complémentarité. Alors, on ne peut pas sortir d'ici sans faire une autre virgule de sa déclaration, surtout quand il parlait un tout petit peu religion. C'est très court en tout cas. On prend ceci pour illustration religieuse. Je n'appartiens à aucune religion. Après avoir été musulman, chrétien, je suis reconnaissant aux bases qui m'ont été données dans cette voie. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que pour moi, la spiritualité, à tort ou à raison, et puis je suis très respectueux, je ne me pose pas du tout en tant que modèle, mais l'approche de la nature, l'examen de la nature, m'a beaucoup amené finalement à rejoindre un peu, on pourrait dire presque les primitifs, qui eux voyaient le divin en toute chose, voyaient le divin en tout, dans l'animal, dans la plante, et de ce fait, ils avaient une perception sacrée directe. C'est disons, ça émane du divin, donc c'est sacré. Et c'est l'expression du divin à travers ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé exprime sa puissance, son immanence, exprime tout cela. Et moi, je suis devenu un peu cela, c'est-à-dire que à travers l'écologie, j'ai pas voulu simplement me contenter d'une écologie de type élémentaire, mais dans l'écologie, j'ai beaucoup introduit le fait de l'admiration de la vie. Et j'admire la vie, et en admirant la vie, j'admire le divin. Et donc il y a une dimension spirituelle qui est permanente, mais n'a pas d'objet. C'est la question finale. Luc Césaire Bimaï, j'ai envie de vous poser la question, après son expression, quel est votre regard? Éducation, spiritualité. Oui. D'abord, la société telle que l'on la voit en mouvement, si nous allons au-delà de la dimension structurelle de la société elle-même, c'est une entité spirituelle, la société. Elle est une entité spirituelle. Donc, lorsque monsieur fait un rapport entre la spiritualité et la nature, nous en revenons là à ce dont nous parlons là depuis aujourd'hui. Nature, ça renvoie à la conscience universelle qui est en mouvement partout dans le monde, c'est-à-dire qui tantôt prend forme comme le Cameroun. Donc il n'y a pas les Camerounais et la conscience universelle. Il y a la conscience universelle et son apparition qu'on observe comme le Cameroun. La même conscience universelle qu'on voit dans l'apparition comme la France et le reste. Donc, sur la base de ça, nous avons une dimension apparente de la spiritualité, mais qui ne renvoie pas au vrai Dieu, qui renvoie à la nature, qui renvoie à la conscience cosmique, que la civilisation actuelle, notamment représentée par le Nord, appelle Dieu. Donc, que les Camerounais ou les Africains sachent que, quand ils parlaient de Dieu, eux étant le logiciel conçu par le Nord, cette conception de Dieu ne renvoie pas au Créateur. C'est pour ça que les gens se posent la question de savoir, mais si Dieu existe, pourquoi l'Afrique en est là où elle est? Mais le problème, c'est que l'Afrique, c'est l'une des formes d'un Dieu qui n'a rien à voir avec le Créateur, qui a tout à voir avec la conscience universelle et représentée par le Nord. Maintenant, quand on rentre dans la vraie dimension de ce qu'on nommerait Dieu, on dit l'homme vient de Dieu. Ça veut dire qu'on devrait avoir un système de pensée, de compréhension qui ne vient pas de la société, mais qui vient du Créateur. Et ce système de compréhension, si c'est ce que Jean de Dieu ici est, mais il comprend le monde, il comprend l'univers, il comprend la création.
Vous voyez bien, donc les paradigmes de fonctionnement des gens de Dieu ici ne seraient pas dictés par la société à l'extérieur, mais viendraient directement du Créateur. Nous avons là une société autonome. Elle est autonome parce que sa provenance, en tant que sa provenance identitaire, est supra-sociétale, supra-cosmique. Ça vient de Dieu. Vous allez conclure avec des précisions tout à l'heure. Le rapport que l'homme devrait donc avoir avec les fonctions d'éducation, le rapport que l'homme a effectivement avec la spiritualité. Et on peut se rappeler que les premiers maîtres étaient déjà des enseignants, même si aujourd'hui vous avez déclaré que les autres enseignants actuels ne sont que des répétiteurs. Franck Carle Manson, on est en train de sortir. Quel rapport? Est-ce qu'il y a une relation entre la spiritualité de l'homme et l'éducation de l'homme? C'est une très belle question dans la mesure où, quand on parle de spiritualité, on parle d'esprit. Et maintenant, pour mieux le percevoir, il est question déjà que nous analysons un tout petit peu ce qu'est le monde. Et le monde qui est essentiellement un esprit. Et nous disons bien que c'est cet esprit qu'est le monde qui se personnifie au travers de ses formes multiples. Ça veut dire vous avez les humains, vous avez les maisons, vous avez des voitures qui sont des particules multiples de cet esprit qu'est le monde. Donc, ça veut dire que prenez un individu donc humain, tiré de l'univers. Vous voyez bien que l'éducation, dans le fond, c'est un processus qui participe à relier cet individu à sa source de provenance. Donc, la source de provenance. Sa source de provenance. C'est ça que nous appelons Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle Dieu. Ça veut donc dire que, vous voyez bien que l'on ne saurait dissocier l'éducation de la spiritualité. On vous a compris. On veut également prendre l'avis d'Aimé Thierry Bitan. La religion diffuse des valeurs. L'éducation aussi des valeurs. On va dire que l'éducation et la spiritualité sont comme une fille et un garçon, c'est-à-dire complémentaires. L'État, oui, merci pour la question. En fait, l'État, dans son organisation, a mis en place des instruments pour pérenniser ce qu'il est, ce que l'État est. Donc, la religion comme l'éducation sont ces instruments-là qui permettent à l'État de pérenniser ce qu'il est. Voilà. Donc, on ne saurait les dissocier parce que ce sont des instruments qui contribuent à construire et à pérenniser le regard de la société. Et pour dire juste un mot, Jean de Dieu, c'est-à-dire que quand vous éduquez dans un individu qui est l'une des particules de la société, c'est tout simplement parce que vous voulez construire des facultés qui amèneront la société à communiquer avec cet individu lui-même. Et vous faites une architecture dans son esprit. Voilà, en quelque sorte. Vous faites des étages dans l'esprit. Cette conclusion est digne d'intérêt. Voilà. Enseigner quelqu'un, c'est lui donner les mécanismes. Enfin, éduquer quelqu'un, ça allait toucher son esprit, c'est ça? C'est même dit au niveau de l'ONU. On définit l'éducation, entre autres, comme étant le processus de construction de la connexion entre l'individu éduqué et la hiérarchie spirituelle. Ce que le monsieur, dans son reportage, appelait le divin. Et ce divin, il dit qu'il le voit dans les arbres, il le voit dans les animaux, il le voit partout. Un peu comme l'animisme. Oui, un peu comme l'animisme. D'ailleurs, la preuve en est qu'au Cameroun, vous allez trouver dans toutes les religions, on ramène la bénédiction aux éléments perceptibles. C'est-à-dire, on voit Dieu dans tout ce qui est... Et ce Dieu-là, c'est pas le Créateur. L'encens pontifical, tout ça, là, c'est des instruments de... Tout à fait. Lorsque quelqu'un est nommé ministre, il va organiser une fête et que Dieu l'a béni. Donc, on ne voit pas Dieu, on ne va pas plus loin, on le voit dans la nature, exactement comme le monsieur dit. Et ce Dieu-là, Jean de Dieu, c'est pas le vrai, c'est la nature. Là, c'est la nature. Voilà. Et toute la Vous population... pensez que le vrai Dieu est extérieur à la nature? Il est extérieur à la nature. Ah bon? Le vrai Dieu est extérieur à la nature. La preuve en est que... Là, c'est notre débat en tout cas. Voilà. La preuve en est que lorsque vous émanez du vrai Dieu, quand vous êtes la particule de la personnalité du vrai Dieu, vous n'êtes pas ignorant de vous, vous n'êtes pas ignorant du monde, du fonctionnement du monde. En un mot comme en mille, on va conclure qu'au Cameroun, en Afrique, dans des pays du Sud, vous prenez la responsabilité de conclure qu'il faut penser encore d'autres mécanismes pour imaginer un logiciel éducationnel endogène. Exactement. Avec
un impact cosmique. Avec un impact cosmique global. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter avec... De parler du cas du Cameroun. Parce que, comme Thierry a commencé par le rappeler aujourd'hui, le Cameroun, c'est un des maillons du système de pensée universelle. Si au Cameroun, il y a l'émergence d'un système de pensée qui isole le système de pensée universel, ça a un impact universel. Aimé Thierry Bitang, étant médecin, il a certainement donné raison à son chef hiérarchique, le ministre de la Santé, qui a préféré quitter l'orteil pour aller vers le pied pour se faire opérer la main. Mesdames et messieurs, c'était la 6e sortie, une 6e conférence radiophonique. Et nous, les conférenciers ce soir, comme très prochainement encore, c'était Luc Césaire Bimaï, conférencier enseignant international. Il vit à Paris. Il était juste à côté de Franck-Carlin Manson, lui aussi conférencier enseignant. Lui, il vit à Yaoundé au Cameroun. Un autre qui vit à Yaoundé au Cameroun, un médecin, Aimé Thierry Bitang. Ils étaient là pour analyser, pour nous donner des pistes et savoir que ce que nous avons comme système d'éducation, nous ne sommes que des animaux d'un zoo et le zoo appartient au système universel. Mesdames et messieurs, on prend rendez-vous pour jeudi prochain. Bonsoir.